Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici, R versus Python, lequel est dominant pour l'apprentissage automatique et la science des données. Donc on va voir, hein, parce que je sais qu'il y a aussi eu ce débat de R versus Python lorsque on va dans la science des données, on parle aussi de Julia comme par exemple. Donc il y a pas mal d'outils qui existent, mais ces deux-là sont assez dominants. On va voir cet article, ce qu'il dit là-dessus. Bien sûr, j'ai horreur du thème clair, c'est pour ça que j'ai plutôt pris un thème sombre et j'ai directement traduit l'article, comme ça on va pouvoir le lire pour nous les francophones. Donc débutons. Je vous mettrai bien sûr l'article en description, comme ça vous aurez aussi la possibilité de le lire si vous avez envie. Aussi, je dois vous dire que la traduction, bien qu'elle soit en français ici, ben, elle est un peu en Google Traduction, donc ça va être pas mal moche dans certains moments, mais je pense que ça devrait être encore lisible. La plupart des débutants de la science des données ou l'apprentissage automatique sont souvent confus quant au choix du bon langage de programmation. Bien que R et Python soient des langages de programmation open source populaires et gratuits, les deux ont leurs propres faiblesses et forces. Et selon le point de vue d'un développeur, l'une ou l'autre des langues peut être plus appropriée que l'autre. Oui, voilà, après, c'est aussi un point que j'aimerais vraiment que quelqu'un m'explique pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui essayent encore de sortir des langages de programmation qui ne sont pas open source, des langages de programmation qui ne sont pas en quelque sorte gratuits. C'est-à-dire dans le domaine du développement, tu te fais éclater si tu ne sors pas, comme par exemple le langage du futur, que tout le monde essaie de s'arracher là. Donc je trouve ça intolérable que voilà, il y ait des langages qui sortent et qui se disent étant close source, payant ou quoi que ce soit. Donc ça, je déteste. Ça, je déteste, franchement. Donc pour les personnes qui ne savent pas, je déteste. Ce biais plongera dans ce que sont exactement les deux langages de programmation et lesquels est le mieux adapté à l'apprentissage automatique et la science des données au cas d'utilisation individuelle. Donc je pense qu'il veut dire ce poste, mais bon, traduction, hein. Un bref retour sur Python. Créé en 1991, Python est un langage de programmation de haut niveau. Il est populaire pour sa syntaxe facile à comprendre. Python facilite également la structuration du code en raison des espaces blancs appelés indentations. Il y a quand même quelque chose que je dois dire au niveau de l'indentation. Au tout début, ouais, je trouvais que ça c'était une bonne idée, mais en fait, ça nous prive de pas mal de liberté en fait. C'est pour ça, moi, je préfère plutôt les codes blocs. Bon, chacun a sa façon de voir ça, mais je pense que l'indentation, l'avantage, c'est que c'est propre et voilà, ça a une approche assez facilitée. Mais lorsqu'on essaie de développer des trucs un peu plus spécial, poussés et autres, ben, je trouve que ça devient un obstacle. Mais ça, c'est vraiment mon avis, hein. Donc, à vous de me dire aussi dans la section des commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Pour moi, les indentations, c'est une mauvaise idée pour des trucs un peu évolués, non, des trucs un peu avancés. Mais quand je débute dans du code, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais voilà, à chacun de dire ce qu'il pense. Cela, de manière conséquente, aide à écrire des résultats de code simples qui sont plus lisibles que d'autres langages de programmation. Alors moi, je dois dire, oui, en termes de lisibilité, ça a l'air pas mal. Franchement, j'apprécie beaucoup cet aspect de Python. Peut-être ce que je n'apprécie pas énormément, c'est qu'après, en tout cas dans la syntaxe de Python, j'ai l'impression de tomber sur du code qui est vraiment très vertical. Bon, pour certains, c'est pas trop un problème de lire, mais pour moi, je ne suis pas trop fan. J'aime plutôt lorsque c'est vraiment des blocs de code assez courts, verticalement, peut-être un peu long horizontalement, mais pour moi, c'est beaucoup plus facile à lire, en tout cas. Mais après, chacun vraiment son école. Python est un langage de programmation multiparadigme, orienté objet et interprété. Dictionnaire, tuple, liste et set sont quelques-unes des structures de données cruciales que vous trouverez en Python. Bien que Python ait été créé à l'origine pour répondre aux besoins du langage de programmation dans le développement des logiciels, les caractéristiques de la science des données ont été incluses plus tard. Ouais, et moi je trouve qu'en tout cas Python a vraiment fait l'une des meilleures approches justement parce que c'est un langage de programmation qui s'est voulu très facile et très simple. Bon, après il peut y avoir des problèmes avec la facilité, mais en tout cas franchement ça a ouvert la porte à tellement de personnes et je pense que pour moi c'est l'un des succès de l'informatique. Donc pour moi, Python est un succès de l'informatique. Je dois vous avouer, je déteste le langage, mais c'est un grand succès. En outre, Python intègre des bibliothèques d'apprentissage automatique populaires telles que TensorFlow, PyTorch, Keras, Matplotlib, Scikit-learn, Pandas et NumPy. Il est important de connaître ces projets Python, open source et ces bibliothèques si vous voulez être un développeur Python efficace. Python n'est pas seulement adapté à la science des données ou à l'apprentissage automatique, il a beaucoup d'autres applications telles que le développement d'applications mobiles, l'IA, le grattage web, donc je pense que c'est le web scrapping et plus encore. C'est donc pour ces raisons que Python a un bastion favorable pour laquelle de nombreuses entreprises embauchent des développeurs Python. Suite, bref retour sur R.
Créé en 1993, R est un environnement logiciel et un langage de programmation pour les graphiques, l'informatique statistique, l'analyse et la visualisation de données. Il offre un ensemble de techniques graphiques et statistiques telles que la modélisation non linéaire et linéaire, le regroupement, la classification, l'évaluation des séries chronologiques, les tests statistiques, etc. Vous obtiendrez quelques paquets de base lors de l'installation de R. Les autres paquets peuvent être utilisés via le référentiel du réseau d'archives complet CRAN. R est un langage de programmation open source, fonctionnel et orienté objet, capable de gérer la complexité dans de grands domaines. Donc ouais, c'est vrai. Il y a d'ailleurs un débat sur R, l'orienté objet, hein, parce qu'aujourd'hui, on a S3, S4, RC, R6, ouais, différentes variantes de l'orienté objet et beaucoup se battent pour essayer de mettre en avant leur propre école de pensée. C'est vrai qu'au niveau de l'orienté objet, R est encore en train de se battre, ou en tout cas les utilisateurs de R, parce qu'il y a des implémentations S3, S4, RC, R6, je crois qu'il y a même bientôt un R7 qui va sortir. Donc juste pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de présentations différentes de l'orienté objet et d'adoptions différentes d'orienté objet donc pour R. Et avec ça, donc ça peut porter à confusion. Mais c'est vrai que R est premièrement fonctionnel. Et pour les personnes qui ne savent pas, donc j'ai sorti une vidéo sur un des projets que j'ai à cœur pour l'instant. Donc c'est l'établissement d'un langage de programmation, ou plutôt c'est un superset de R. Donc c'est un langage qui a pour but de transpiler dans du R, ou donc donner du code R natif, mais qui va faire un peu comme TypeScript. Ça veut dire ajouter des types. Bon, j'ai pas seulement ajouté des types, j'ai ajouté pas mal de fonctionnalités super cool, parce que pour les personnes qui me connaissent, j'aime beaucoup les langages de programmation, j'en ai découvert des sympas et j'ai découvert aussi des nouvelles fonctionnalités que j'ai trouvées vraiment bien et j'ai voulu les mettre dans TypeR. Donc notamment il y a des fonctionnalités qui viennent de Go, qui viennent de Rust, qui viennent aussi de langages un peu plus exotiques comme Rock aussi. Donc pour moi j'ai voulu vraiment créer quelque chose qui peut nous aider à build ou à construire en fait des packages dans R. Donc franchement, si vous n'avez pas vu la vidéo, donc je mettrai, je pense, aussi son lien dans la description, comme ça vous pouvez aussi voir. Donc je l'ai sorti récemment à l'heure de cette vidéo. J'en parle justement parce que j'ai plutôt une implémentation qui est toujours fonctionnelle, donc qui est basée sur du fonctionnel, mais qui s'implémente bien plus aussi dans l'orienté objet, donc une syntaxe un peu plus orientée objet. Donc on peut choisir fonctionnel ou orienté objet, mais en tant que tel, ça donnera du code fonctionnel. Mais c'est vrai que l'orienté objet que j'ai pris va plutôt s'appuyer sur du S3, peut-être sur du S4 aussi, donc on verra si je switch plutôt vers le S4, et peut-être un petit peu de RC dans R. Donc ce serait le but, comme ça en fait j'arriverai à harmoniser et uniformiser le tout. Donc ce serait peut-être une syntaxe qui ressemblerait un peu au S6, qui aurait un fonctionnement du même style que S3, S4 et RC. Donc ce serait quelque chose qui harmoniserait le tout en termes d'orienté objet. Donc voilà, j'espère que vous aurez peut-être l'occasion de passer regarder cette vidéo. Donc c'est un prototype pour l'instant, mais on avance beaucoup dessus. Donc j'ai notamment pu implémenter les quelques fonctionnalités qui me manquaient encore. Non, il m'en reste encore, comme le pattern matching. Mais après, on devrait arriver avec quelque chose de bien. Bon, on reprend, hein. La liste, les facteurs, les trames de données, les matrices, la matrice et les vecteurs, donc je pense que ça va être les arrays peut-être, sont des structures de données cruciales que vous trouverez dans R. Le meilleur aspect de R est qu'il peut offrir des graphiques de qualité, des publications, y compris divers symboles mathématiques. Je ne savais pas que R pouvait utiliser des symboles mathématiques. Le nom de succès. Quelques projets de programmation R comme la prédiction de la course à la boue, la prévision de la fraude par carte crédit et la classification des applications de prêt peuvent vous donner une expérience pratique avec R et vous aider à apprendre et à mettre en œuvre plusieurs algorithmes d'apprentissage automatique pour résoudre des problèmes de sciences de données. Alors, à quel point Python est-il différent de R? Comparaison. Analyse de données. R et Python ont tous deux des capacités d'analyse de données incroyables. Cependant, en R, plusieurs de ces fonctionnalités sont intégrées. Pendant ce temps, en Python, vous pouvez les utiliser via l'importation de paquets tels que NumPy, aléatoire, donc ça je pense que ça va être random, math, etc. Format de fichier. R et Python offrent tous deux un support pour plusieurs formats de fichiers tels que les fichiers texte, HTML, XML, JSON, CSV et d'autres. En outre, les requêtes SQL peuvent être utilisées dans R et Python via des logiciels de prise en charge. Emballage à rouleau, je demande ce que c'est. Matplotlib est la bibliothèque de tracé de Python. Seaborn est une bibliothèque que vous pouvez utiliser comme enveloppe au-dessus de Matplotlib.
Ces caractéristiques sont suffisantes pour développer des parcelles incroyables en utilisant Python. D'autre part, de nombreux paquets R sont disponibles pour le tracé, que vous pouvez facilement installer. Vous pouvez faire la même intrigue différemment à l'aide de diverses bibliothèques de tracé en R en vous donnant de nombreux choix. R et Python sont tous les deux capables de développer des parcelles incroyables. Cependant, R jouit d'une position favorable sur Python car elle abrite divers paquets de tracés. C'est vrai que en ce qui concerne les graphes et tout, R est très bon et built-in. Alors lorsqu'on ajoute des paquets, ça devient incroyable. Ok, bon, on s'arrête pour l'instant là aussi pour couper la vidéo. Bibliothèque. Python propose de nombreux outils d'apprentissage automatique emballés dans un ensemble connu sous le nom de scikit-learn. Ouais, ça c'est trop bien. Pendant ce temps, R a plusieurs petites bibliothèques individuelles spécifiques à chaque outil d'apprentissage automatique. Bien que R nous offre plusieurs options, il n'est pas considéré comme convivial par rapport à Python. Oui, c'est vrai, il y a ce point de convivialité justement parce que c'est vrai que Python a quand même une syntaxe un peu plus simple et un peu plus abordable que R, je trouve. Bon, quoique, franchement, étant donné que je suis un développeur qui aime beaucoup la programmation fonctionnelle, j'apprécie plus R. Mais si je dois me mettre aussi dans la position de monsieur et madame tout le monde, Python reste quand même plus facile à utiliser. Après, bon, j'ai dit ça de mon expérience parce que du R, j'en ai fait, mais j'en ai fait beaucoup plus avec du Python, mais j'ai quand même une petite préférence pour la syntaxe de R. À voir, hein. Intégration du code. Comme Python est orienté vers l'objet, il vous permet d'écrire du code robuste et à grande échelle plus facilement et de manière plus transparente que R. C'est vrai. Donc R maintenant a aussi ses modèles d'orienté objet, mais ceux-ci ne sont pas forcément aussi intuitifs et aussi built-in que l'orienté objet de Python. Donc moi je dirais que c'est vrai que Python, lui, il a quand même une intégration plus générale que R. Bon, on peut y revenir plus tard justement. Résumé. Les points ci-dessous pourraient nous aider à arriver à un scénario équitable pour l'utilisation de R ou de Python. Les caractéristiques statistiques intégrées dans R en font un meilleur choix pour l'analyse des données. La liberté de choisir parmi les différents ensembles de tracés, développer des diagrammes de qualité de publication rend R figurant. La capacité à intégrer le code de manière transparente avec l'architecture restante rend la production de Python prête à produire du Python. La syntaxe simple et la facilité d'importer des modules d'apprentissage automatique rend Python convivial pour les développeurs. On arrive finalement à la question qui nous intéresse, lequel a le rôle dominant pour l'apprentissage automatique et la science des données. Science des données, R ou Python? La possibilité de choisir entre Python et R dépend du type de scientifique des données que vous aspirez à devenir. R est idéal si vous voulez vous concentrer sur les probabilités et les statistiques. Il a une énorme communauté de statisticiens expérimentés qui peuvent aider à résoudre vos problèmes. Non. Il a une énorme communauté de statisticiens expérimentés qui peuvent aider à résoudre vos questions. Cependant, si vous souhaitez créer des applications qui traitent beaucoup de données, alors Python fait un excellent choix. Il est livré avec un plus grand écosystème de développeurs et il est plus facile de localiser des gens qui veulent collaborer sur un projet avec vous. Et je suis assez d'accord justement parce que R et Python ont un peu deux directions différentes. Comme je l'avais dit, donc Python, lui, il est plutôt orienté dans du développement en général, donc il intègre différents types de paquets, hein, donc il peut aller vraiment partout. Donc que ce soit pour faire du scripting, que ce soit aussi pour... ouais, je l'ai vu aussi être utilisé comme par exemple dans la cybersécurité, hein, donc notamment dans l'aspect scripting. Il y a aussi l'aspect développement d'applications et de logiciels. Il y a l'aspect data science dans lequel Python est utilisé. Donc c'est vrai que lorsque on voit le machine learning, il y a beaucoup de gens qui se lancent directement sur du Python. Donc Python est vraiment très mainstream. C'est ce qui fait que ouais, c'est un langage vraiment puissant parce que il a vraiment ouvert la porte à beaucoup de personnes, développeurs et non développeurs, techniciens et non techniciens, ce qui fait que ouais, il a vraiment une énorme communauté et donc il y a souvent, je pense qu'il peut y avoir vraiment un module Python pour tout. Donc ça c'est vraiment puissant. Pour R, lui, il a plutôt décidé donc d'être spécifique à un domaine, donc il a commencé avec la probabilité et les statistiques, et donc c'est par là où il s'est développé. C'est pour ça que donc moi je trouve les deux ont vraiment des bases intéressantes pour les sciences des données et peuvent apporter quelque chose de spécial tout à chacun. Apprentissage automatique, R ou Python. Bien que l'apprentissage automatique soit un domaine passionnant dans le domaine de l'informatique, il a besoin de compétences et de connaissances en programmation étendues. Il n'est pas si simple de localiser les personnes qui connaissent bien la programmation et les statistiques pour développer les modèles d'application. R offre un environnement incroyable pour faire ce type de travail. Il est largement utilisé
gratuit et offre une communauté dynamique. D'autre part, Python est devenu un langage de programmation populaire pour l'apprentissage automatique en raison de son énorme écosystème de bibliothèques, de la diversité de la communauté des développeurs et de sa simple syntaxe. C'est l'une des raisons pour lesquelles les entreprises engagent des programmeurs Python pour développer des solutions rapides sans coût d'infrastructure élevé. Ouais, c'est pour ça justement que je me pose aussi un peu cette question parce que en termes généraux, Python ressemble un petit peu au full stack développeur d'une équipe de développement. Donc avec Python, on peut toucher un peu à tout facilement et on peut aussi prototyper facilement. Donc il y a cette approche qui est assez intéressante dedans. Donc il est vraiment dans une approche généralisée. La facilité de disponibilité des bibliothèques d'apprentissage automatique en Python comme Matplotlib, Scikit-learn et Panda aident à créer des modèles à partir de zéro beaucoup plus facilement. En fait, Python a été classé comme le langage de programmation le plus recherché dans Stack Overflow, surveillé 2018. Oui, ce n'est pas seulement dans l'aspect data science, mais en fait dans l'aspect code en général, Python est utilisé vraiment partout. Donc c'est pour ça qu'il est cherché. L'approche hybride. Il n'est pas nécessaire de vous inquiéter si vous n'êtes toujours pas en mesure de décider entre R et Python. Accepter un seul langage de programmation pour répondre à vos besoins peut parfois être difficile. Cependant, en utilisant une approche hybride, vous pouvez éviter de compromettre l'une ou l'autre des langues. Chercher l'aide d'un professionnel qui connaît les deux langages vous aidera à obtenir le meilleur résultat des deux mondes. Vous pouvez utiliser R pour créer des visualisations de données attrayantes dans une phase initiale d'analyse des données. Plus tard, en utilisant Python, vous pouvez créer un modèle prêt à la production. Il s'agit d'une situation gagnante-gagnante car de cette façon, vous n'avez pas abandonné un langage plutôt que d'un autre. Il s'agit donc d'une situation gagnant-gagnant car de cette façon, vous n'avez pas abandonné un langage plutôt qu'un autre. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet article. Donc j'ai pu partager mon avis un peu à gauche, à droite dans les réactions et donc je trouve que cet article est vraiment bien, super réglé et oui, vraiment c'est quelque chose de, comment dit-on, bien balancé parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'entends qui préfèrent plutôt R ou préfèrent plutôt Python. Pour moi, il n'y a pas... Moi, en fait, c'est le truc, c'est pas comme si c'était un mariage, là où on doit choisir un langage pour le reste de notre vie. Donc les deux se valent, vraiment. Bon, après, comme je vous ai dit, moi, j'aurais plutôt une préférence euh, pour le long terme sur R. Donc, en fait, ou plutôt, c'est juste parce que j'aimerais plutôt plus investir dans R que dans Python, parce que Python a reçu une telle hype, alors que malgré tout, il y aurait des choses qui pourraient être améliorées, mais non, il y a quand même des trucs, on va dire, fondamentaux dans le langage que je ne pourrais pas prendre en compte. C'est pour ça que je ne suis pas... j'utilise beaucoup Python, bien sûr. Je l'utilise très souvent, et même, je crois qu'il y a encore 2-3 jours, j'ai écrit quelque chose en Python, je crois. C'était un script, justement, pour... C'était quoi, déjà? C'était... Oui, c'était justement une mini démo que j'avais écrit, justement, donc... Python, bien sûr, je l'utiliserai toujours, hein, donc j'ai appris à utiliser Python. Euh, Après, bien évidemment, moi, je suis plutôt du côté de pouvoir pousser R en tant que tel, parce que R, comparé à Python, je le trouve beaucoup plus familier, ou proche de ce que moi je voudrais en termes de langage, parce que Python, c'est vrai qu'il propose comme par exemple la programmation fonctionnelle, mais c'est une programmation fonctionnelle qui m'a assez déçu. Donc en tant que tel, en fait, justement, c'est ça. C'est ça le souci que j'avais eu avec Python, c'est que il est vraiment bien. Sa syntaxe est géniale, mais c'est le fait que je déteste sa syntaxe vient du fait qu'elle est devenue une sorte d'ennemi ou elle est arrivée sur le chemin. C'est-à-dire qu'on peut... Oui, c'est-à-dire pour les choses ou la façon dont j'ai l'habitude de coder ou programmer, ben en fait, je n'y arrive pas vraiment avec du Python. Donc c'est plus difficile, plus compliqué. Et quand je veux faire des trucs avancés, après, je suis obligé, presque littéralement, d'aller faire de l'orienté objet avec du Python parce que, en fait, dans l'aspect programmation fonctionnelle, il y a des lacunes qui me rendent le truc vraiment pas très attrayant à utiliser. Donc c'est ce que je trouve dommage du côté de Python. Un autre point que je trouvais un peu dommage aussi dans Python, c'était plutôt l'aspect programmation orientée objet parce que on va dire qu'il implémente la plupart des choses que je déteste dans la programmation orientée objet, notamment ben, la notion de classe et d'héritage. Heureusement, Python offre aussi d'autres data structures, mais la plupart du temps, c'est plutôt parce que c'est construit par le biais de classe et tout. Donc c'est vrai que moi, je trouve ça... Bon, vous avez certainement vu plusieurs de mes vidéos, hein, donc, qui parlent aussi des types,
Et pourquoi en fait pour moi les classes sont très limitantes. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi un autre point qui pose problème dans Python, donc ce serait la syntaxe et le paradigme orienté objet fonctionnel justement, donc cette approche-là. Sinon pour le reste, franchement, Python est vraiment incroyable. Python apporte énormément de choses intéressantes, hein, donc j'en avais déjà parlé. Ça peut être vraiment les packages différents, donc ou les modules Python, les librairies Python qui existent. Donc il y en a beaucoup qui sont là, c'est simple à utiliser. Aussi, donc ce que j'ai beaucoup apprécié dans Python, donc les développeurs Python, c'est que voilà, c'est soutenu par une grosse communauté. Ils ont déjà commencé à pouvoir ajouter la notion de type, ce qui manque dans R. Parce que si je dois parler de R, les trucs qui m'ont pas mal manqué dedans, c'est justement la notion de type. Donc R est orienté fonctionnel, mais en termes de typage, il est très mauvais. Surtout que son système de type, je l'ai trouvé assez inconsistant en tant que tel. Lorsque on regarde ce que il est capable de faire en tant que tel, c'est bien, mais en fait, tout est vecteur. Au tout début, ça a l'air bien, mais en fait, on a moins de contrôle si on veut effectuer quelque chose sur un élément ou sur une classe d'éléments. Donc, c'est vrai que son système ne permet pas quelque chose de trop vaste ou trop varié, bien qu'en fait, il a aussi, comme par exemple, les éléments que j'ai beaucoup aimé, le système de piping, le fait que toutes les fonctions sont en fait des fonctions anonymes par défaut, et pas mal d'autres fonctionnalités comme ça. Donc, ce qui fait que oui, R est vraiment bien, mais c'est vrai que du côté outillage pour du développement, R manque pas mal de choses. Donc ça se voit qu'il était plutôt écrit pour les statistiques, développer des trucs en statistique, mais même pour le développement de librairies et tout, debugging et tout, ouais, R est vraiment dur et compliqué à utiliser, à maîtriser. Donc c'est pour ça donc que j'avais cette approche-là de pouvoir développer ce langage de programmation type R qui peut justement aider R aussi là-dedans. Pour Python, ce qu'il y a de cool aussi, c'est que il y a aussi un autre élément qui s'appelle Mojo, donc de modular. Donc pour les utilisateurs de Python justement qui veulent aller un peu plus loin donc dans le machine learning, donc ça c'est un langage qui essaye de se présenter comme le futur du développement d'intelligence artificielle. Donc c'est un langage qui est aussi une forme de superset de Python, donc qui utilise en fait une syntaxe très proche de Python. Donc comme vous voyez, c'est comme du Python typé et qui propose vraiment des choses vraiment incroyables, intéressantes. En performance aussi, il s'adapte aussi justement à l'architecture matérielle des outils avec lesquels il travaille. Donc Mojo est vraiment fait pour apporter des trucs comme ça. Il a même, je crois, un système de ownership et de borrowing un peu comme Rust. Donc c'est vraiment pour créer un outil performant avec la syntaxe de Python et orienté pour l'intelligence artificielle. Donc ça, j'ai trouvé super bien fait et super cool. Mais c'est vrai que quand même, malgré tout, comme je t'ai dit, ce qui fait que je ne l'apprécie pas vraiment, où je ne pourrais pas l'apprécier dans sa juste valeur, c'est la syntaxe Python. Donc, comme je l'ai dit, la syntaxe Python est simple, mais assez limitante pour les choses que je vais faire. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qui condamne le truc. C'est comme aussi, si vous me connaissez, j'aime bien le langage Go, mais sa syntaxe aussi, pour moi, je l'ai trouvé assez limitant, comparé en fait à un outil comme Rust. L'endroit où Rust pose des problèmes, c'est plutôt au niveau de son checking, de l'ownership et du borrowing qui est vraiment... Ouais, le borrow checker peut être vraiment embêtant dans pas mal de moments, mais sinon, franchement, Rust est très puissant par défaut. Donc moi, ce que je cherchais à faire justement lorsque j'ai développé TypeR, donc c'est d'essayer de créer un langage qui puisse avoir autant de liberté que comme on l'utiliserait avec du R classique, mais qui ait vraiment un outillage vraiment robuste pour le développement de packages et de librairies. Donc c'était vraiment le but. Donc voilà, j'ai pu parler un petit peu de cet article que voilà, j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc cet article était vraiment bien balancé, j'ai beaucoup apprécié les avis qui ont été donnés. Donc pour ma part, comme j'ai dit, au niveau de Python, ce que j'ai pas beaucoup apprécié, c'est la syntaxe et aussi l'implémentation des paradigmes. Donc ça, c'est ce que j'ai pas vraiment du tout apprécié. Alors que du côté de R,
Ce que j'ai pas apprécié, c'est plutôt en fait l'aspect qui concerne les outillages pour le développement en tant que tel. Mais donc, comme on le sait, ça vient justement de leur approche. Python est un langage plutôt général, donc du coup, son but à lui était plutôt de prendre plein de choses différentes en même temps et d'implémenter, on va dire, les trucs cool. Ce qui fait que, oui, du côté de l'orienté objet, il ne chope pas vraiment l'essence. Du côté de fonctionnel, il chope pas vraiment l'essence non plus. Et du côté, en fait, impératif, ça va, là, il est bien. Je pense qu'il peut être assez bien, mais c'est ça. Et après, la syntaxe, bien sûr, elle est limitante. Dans R, bien évidemment, le souci que j'ai rencontré, c'était plutôt donc au niveau du système de type, du debugging, des outils aussi pour la complétion et tout. Donc R, en tant que langage, n'a pas été construit de façon totalement correcte, mais je pense que R a quand même pas mal d'avenir là-dessus. Donc voilà. En tout cas, j'ai pu terminer dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se reverra alors dans la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.